comme le panel est riche et a toujours été, n'hésitez pas dans les commentaires de poser des questions et n'hésitez pas aussi à monter, à prendre part à cette communication en ce qui concerne le Mali. Et il y a plusieurs questions qui ont été énumérées en ce qui concerne l'Afrique et le Soudan et l'arabisation, bien évidemment, de cette zone d'Afrique. Et il y a des choses que j'ai remarquées en tant que musulman dans certaines mosquées, même en Occident et je pense dans certains pays africains. On a l'habitude de faire des prières à la fin des prêches, etc. Et les gens ont l'habitude de citer 2 pays ou peut-être 3. On fait les bénédictions pour la paix à Gaza. Je vais parler de la guerre de Gaza en parallèle avec l'Israël, les enfants de D. On demande la bénédiction de Dieu. Je parle des musulmans, hein. On demande la bénédiction pour la paix au Soudan. Mais pourquoi ne pas demander la paix au Mali? Pourquoi ne pas demander la paix au Burkina Faso? Pourquoi ne pas demander la paix, bien évidemment, au Nigeria, où il y a eu une grande communauté malienne, et pardon, je dirais, ça dit musulmane. Pourquoi on ne demande pas la paix dans nos pays au Mali? Parce que la grande majorité des Maliens, si je n'abuse, hein, peut-être que c'est moi qui me trompe, sont maliens. Pourquoi? Pourquoi les imams en Europe, quand ils font leur prière, ils ne demandent pas la paix au Mali, mais ils demandent la paix à Gaza, ils demandent la paix au Soudan. Le Mali n'est-il pas un pays où il y a des musulmans? Je n'arrive pas à comprendre. Cette question, on va l'aborder ici, pas avec les émotions. On va l'aborder avec des neurones, des gens réfléchis, parce que il n'y a pas musulman qui a plus que musulmans, parce qu'il faut arrêter de hiérarchiser les musulmans dans le monde. Ça, il faut le dire. La nouvelle génération ne va pas marcher ces mots. S'il te plaît. Alors, monsieur, allez-y, hein, si vous voulez prendre la parole. Je voudrais faire un additif. C'est pas seulement du côté des musulmans, c'est aussi du côté des chrétiens. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire dans des pays qui étaient laïques, où il y avait un pourcentage élevé de chrétiens, catholiques et autres, on n'a jamais vu le pape de l'époque dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais, parce que souvent il fait des prières qu'on appelle l'Angélus les dimanches, où il se met au balcon et il parle toujours Israël, Palestine, Israël, Palestine. Quelquefois, il a brossé le Congo parce que le Congo, vraiment, c'est éclatant. Mais dans d'autres pays, même si les pays comme de l'AES ne sont pas des pays à forte croissance chrétienne, il y a des chrétiens quand même là-bas, il y a des êtres humains là-bas. Mais il ne va jamais, en tant que guide, évoquer « prions pour le Mali, prions pour le Burkina, prions pour… » quelquefois. Mais jamais. Donc, c'est pas seulement du côté des musulmans. C'est-à-dire que ces religions importées, nous les suivons aujourd'hui, nous tous, mais elles ont un calendrier bien précis. Elles ont un calendrier bien précis. Voilà. Donc, moi, je pense que je ne prendrai pas le retour aux sources. Ça dépend. Chacun a son point de vue là-dessus. Mais je veux dire que faudrait pas que on dise seulement c'est du côté des musulmans, c'est aussi du côté des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les prières sont sectaires. Les prières sont, moi, je dirais, celui qui a plus d'influence économique, c'est lui. Parce qu'ici même, on voit dans des pays comme des pays dits chrétiens où il y a des scandales qui arrivent dans les pays chrétiens, ils ne disent rien, mais ils préfèrent Gaza, Israël. C'est bien beau, mais c'est pas seulement ce pays-là, en fait. Il faudrait qu'on soit juste. La mort d'un Africain et la mort d'un Palestinien, c'est la même mort. La mort d'un Israélien et la mort d'un Malien, c'est la même mort. Ce sont les mêmes êtres. Nous encore, on a été des chairs à canon pour vous. Nous encore, on a été des chairs à canon pour l'Europe, pour la libérer. Mais qu'est-ce que les autres ont fait pour vous? Rien. Donc si vous deviez rendre hommage à quelqu'un, c'était les Africains. Mais pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des bêtes, comme ils nous considèrent. Donc voilà, ils n'ont rien à dire sur nous. Parce qu'ils continuent à nous piller. Voilà, donc ils sont à leur logique en fait. Donc c'est ce que je voulais faire comme additif. Merci. Merci, c'est très important. Vous savez, on va introduire quelque chose. Je vais donner la parole à B7 Canal tout à l'heure. On va introduire quelque chose. La notion de l'importance de l'être humain. C'est très important. Quand je dis comme ça, peut-être qu'on ne va pas se comprendre.
Bienvenue, Princesse Kat. La notion de l'être humain et de l'homme noir, c'est très important. Regardez par exemple, quand il s'agit de la réaction d'un homme noir vis-à-vis d'un blanc dans une injustice, le plus souvent, l'homme blanc, on arrive à avoir une amplification, une revendication qui serait à la hauteur. Quand il s'agit de l'homme noir, il n'y a pas une revendication, il n'y a pas un engouement, je dirais, même chez nous, les Africains, on ne suscite pas assez d'engouement en ce qui concerne les injustices faites à notre communauté. Et ça, c'est un point essentiel qu'il faut évoquer. Et il faut travailler là-dessus, il faut en communiquer pour qu'on arrive à être communautaire. C'est pas mauvais d'être communautaire. Par exemple, je vais dire quelque chose de très simple. Moi, par exemple, si je vois la vidéo d'un des panafricains, même si ça ne m'intéresse pas, j'écoute et je like. Rien que ça. C'est aussi une force. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. On va donner la parole à B7 dans son analyse globale de tout ce qu'il a attendu, tout ce qu'il a pu noter tout au long de notre, de notre échange et nos différentes prises de parole. Monsieur B7 Canal, vous avez la parole. Je vous retourne la parole, monsieur B7. Merci bien, merci vraiment. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est à nous de se faire valoir. C'est à nous de se faire valoir dans cette lutte. Et quand vous voyez, en fait, on dit chacun pour soi, Dieu pour quelques-uns. Donc ces quelques-uns-là doivent savoir ils doivent comprendre la portée de leur combat. Ça, j'ai fait référence à la prière tout de suite. De vous à moi. Au Mali, il neige pas. Mais moi, je suis musulman. Peut-être beaucoup sont chrétiens. Mais de vous à moi, est-ce qu'avec nos prières, il pourrait neiger au Mali? Non. C'est vrai, la prière, les doigts là, c'est pour nous consoler. Mais la réalité, c'est tout autre. Ce qu'on ne mérite pas, on ne mérite pas. Pour l'instant, on doit se battre. Seule la lutte libère. Ça dit qu'il fasse des bénédictions ou pas, ça ne va rien changer. Ce qui nous est demandé, c'est de savoir la portée des défis qui nous attendent, c'est de se mettre dans la lutte et c'est de lutter jusqu'au bout. Là, je reviens un peu dans les Mali. Quand je dis les Mali, là, il s'agit de l'hymne national du Mali. C'est le sujet de base, c'est le sujet de base. Non, quand je dis les Mali, parce que notre hymne national aussi porte le nom Mali, quoi. Les Mali, je fais référence à l'hymne national du Mali, qui dit ça. La voie est dure, très dure, qui mène au bonheur commun. Courage et dévouement, vigilance à tout moment. Vérité des temps anciens, vérité de tous les jours. Le bonheur par le labeur fera les Mali de demain. Et écoutez, pour nos amis de Guadeloupe, de Martinique, des Antilles, bref, l'Afrique se lève enfin. Saluons ces jours nouveaux, saluons la liberté, marchons vers l'unité, dignité retrouvée, soutiens notre combat, fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie. Ensemble, debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur. Ça, c'est le 3e et 4e refrain de l'hymne national du Mali. Dans ça, qu'est-ce qu'on apprend? C'est vrai que la volonté est là d'unir, la volonté est là quand même de faire la chose, mais quand même, ça se passe dans la lutte. Ce n'est pas du sérieux sur le gâteau. Parce que l'Occident ne va jamais nous laisser tranquille. Tout ce que M. Cissé avait cité ici, quand même, avec, et c'est bien de cavernes d'Ali Baba, quand même, la France ne va pas nous laisser tranquille, parce que c'était réservé à son sien pour l'avenir de ses enfants. Donc, si aujourd'hui nous prenons conscience, nous menons la lutte pour vraiment manquer comment dirais-je, empêcher la France d'entrer en contact avec ces richesses-là. Donc, franchement, elle ne va pas nous laisser tranquille. Donc, moi, je pense que, et voilà, donc, à un moment donné, pour ceux qui se rappellent, à Tombouctou, il y a eu des gens qui ont été amputés des mains, des gens qui ont été amputés voilà, donc des femmes éventrées. C'était vraiment des femmes, ça l'a fait. La dignité humaine était bafouée à Tombouctou. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire dans les termes codés, on mettait les gens de l'autre monde et ben, voilà, c'était la pratique quotidienne quand même de ces gens, de ces terreaux. Gaza ne nous a jamais soutenus. Palestine ne s'est jamais levé d'un seul jour pour demander justice pour les Mali.
pour demander qu'écoutez, le Mali, c'est aussi un pays musulman. Donc, ce qui se passe au Mali au nom de l'islam, nous ne sommes pas d'accord. Mais à nous, à chaque fois, nous nous levons, nous défendons ces enfants palestiniens. Nous avons même un monument à Bamako, qu'on appelle le monument Al-Hout, en l'honneur quand même du peuple palestinien. Donc, nous sommes fraternels, c'est-à-dire nous sommes solidaires avec tous les peuples du monde. Si à un moment donné, certains peuples se désolidarisent, donc c'est à nous de se faire valoir. Cette lutte, je pense que les trois ont compris la portée de ces défis, ma chère, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali. Donc, nous sommes mis ensemble, nous allons lutter. Et dans cette lutte-là, on n'a jamais demandé d'aller brigander un pays. On ne cherche pas à aller attaquer un pays. On veut seulement être respecté comme des nations. On veut seulement, c'est-à-dire, de la façon dont nous respectons les autres, que les autres nous respectent. Là, dans la préservation de nos dignités humaines. Voilà, c'est tout ce qu'on a demandé. Respectez-nous autant qu'on vous respecte. Mais ces ingérences venant d'Algérie, ces ingérences du monde occidental, ces ingérences d'ici et là, juste parce que les intérêts sont menacés. Donc, si nous nous laissons faire, je pense que c'est à nous de se mettre au banc des accusés de l'histoire de demain. Parce que le Mali aussi n'a pas été à ce niveau sans les Maliens. Il faut le dire aussi, quand on a chuté, c'est avec la complicité de certains Maliens. Et aujourd'hui, nous avons vraiment des patriotes à la tête de nos pays. Donc c'est à nous, peuple, parce que c'est le peuple qui fait la force de ces gouvernements également, c'est à nous de se joindre à eux dans leur lutte quotidienne pour qu'ensemble nous menons la lutte. Pour ceux qui portent les lunettes France 24 pour voir le Mali, pour regarder le Mali, ils se trompent, mais qui se détrompent? Au Mali, tous ces trucs-là, les narratifs négatifs quand même qu'on dit sur le Mali, sur l'AES, que ça va tomber, ça va, c'est encerclé, ceci, c'est là. Le mal est très profond. Très, 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 très profond. Parce que le temps, on est pris par le temps, on ne peut pas tout détailler. Je vais même me muter pour passer la main. Sans vouloir vous interrompre, hein, je vais dire quelque chose. Oui. On a des profils qui viennent nous signaler. Ils ont commencé à arriver. Vous savez, quand on communique sur un sujet assez important comme ça, il y a des ennemis de la France-Afrique. Il faut savoir, la France-Afrique aujourd'hui, elle a une cellule de communication, que ce soit sur les panels, que ce soit dans les commentaires. Elle monte souvent pour nous mélanger les pédales et elle descend. Donc actuellement, ils sont là. Je connais ces profils-là, j'ai commencé à les bloquer. Donc s'il vous plaît, ne laissez pas, c'est parce que l'audience a baissé, pas parce que les gens sont partis ou bien sont découragés, non. L'audience a baissé parce qu'il y a des signalements actuellement. J'ai vu des profils, j'ai commencé à les bloquer. Je les connais. Donc, ils vont signaler pour des raisons qui ne sont pas, qui ne sont pas avérées, par exemple. Ils ont commencé à signaler. Je vous dis qu'ils ont commencé à signaler. La France-Afrique est là, ils ont commencé à signaler. Comme on le dit, à la guerre comme à la guerre. S'il vous plaît. Ils sont dans leur... Voilà, ils sont dans leur manœuvre. Moi, je les connais. Voilà, moi je suis là. Et je pense aussi que je les connais. Ils les sont là. aussi doivent tapoter en bas. Et ils ont commencé à signaler le live. Et je vous dis, c'est une vérité. Je connais leur profil. Mais je ne veux pas dire comment je connais leur profil. Parce que pour combattre quelqu'un, il faut le connaître. Oui, il faut le connaître. Ce n'est pas un combat qui se gagne avec les muques. C'est un combat qui se gagne avec la stratégie, avec beaucoup d'intelligence. On ne peut pas battre la France avec... non, on l'a... Et puis, comme l'a dit Amadou Seydou, ces gens-là ne sont pas plus rusés que nous. Hein. Les Français ne sont pas plus... Même l'Europe n'est pas plus rusée que nous. C'est parce que la ruse de l'Africain n'est pas assez exploitée. On n'utilise pas assez notre ruse et notre intelligence. On la contourne vers nos semblables. Et c'est ce qui est dangereux. L'Africain est plus intelligent. Il n'y a qu'à regarder les ADN aujourd'hui, par les scientifiques, par les médecins. Allez-y taper... L'ADN des hommes noirs contient combien l'homme noir contient combien d'ADN et les autres dans le monde contiennent combien d'ADN. L'ADN peut définir qui est intelligent ou qui n'est pas intelligent. C'est pas moi qui le dis. Notre corps, quand on regarde physiquement, on sait qui est plus résistant. On résiste à tout. Donc ces gens-là ne sont ni intelligents que nous, ne sont plus rusés que nous. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est l'union des forces concentrées dans un endroit qu'on est en train de faire ici, parce que c'est aussi un exemple palpable de l'union.
quand on concentre notre énergie à quelque part, l'ennemi veut nous distraire, l'ennemi veut nous contourner, l'ennemi veut nous combattre avec de la ruse, avec de la malice. Ils font comme s'ils ne nous voyaient pas. Pourquoi aujourd'hui, Nathalie Yamb ne peut pas rentrer en Suisse? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi Kémy Séba est aujourd'hui, a été, comment dirais-je, on appelle ça comment déjà? Hein? Pourquoi ils ont arraché le passeport ou bien la nationalité? Pourquoi ils l'ont radié? Pourquoi ils ont arraché la nationalité du monsieur? Voilà des questions qu'on doit se poser. Voilà, ils ont déchu, hein, ils l'ont déchu de sa nationalité. Pourquoi? Voilà des questions qu'on doit se poser. Est-ce que le monsieur a-t-il pris des armes ou... Non, non, non. Il faut savoir que l'arme la plus puissante, qu'on veuille ou pas, c'est la parole. Tous les prophètes sont venus avec quoi? Ce qu'on appelle la parole. Même le prophète de l'islam, qui est l'une des personnalités, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'une des personnalités les plus importantes, que vous voulez ou pas, de l'humanité. Il n'est pas venu au début avec autre chose, il est venu avec la parole. Tous les messagers aujourd'hui qu'on suit, que ce soit l'islam chrétien, bouddhiste, voilà, tous les grands hommes, ils ont marqué avec ce qu'on appelle la parole. La parole est une chose, et l'une des choses les plus puissantes qu'un être humain ne peut pas imaginer. Et c'est la parole qui a permis à la France et aux Occidentaux de faire asseoir les suprématies sur nous. Donc, monsieur B7, je vous laisse continuer. Mais il faut savoir que ce qu'on fait ici est d'une puissance capitale. Donc, ne négligez pas vos petits tapotages, vos petits cadeaux, vos petits partages. Non, non, non. C'est une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Merci. Merci. Et voilà, donc vous venez de signaler un cas très récent d'ailleurs par rapport à Nathalie Yamb. Vous voyez, par solidarité, quand Nathalie a été déchue de sa nationalité, et je pense que c'est Niger qui l'a prise comme conseillère, non, au niveau, voilà, à la présidence. Vous voyez, ça fait quelle solidarité et puis quelle considération. Ça dit, une nation te laisse parce que vous êtes dans ça et par solidarité, moi je te prends, je te donne les rôles même si tu ne l'exerces pas, mais quand même par solidarité et par reconnaissance à ce que vous faites pour le continent. Nathalie, elle ne parlait pas seulement que pour le Niger, que pour le Mali, pour le Burkina. Non, 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 elle parle sur toute l'Afrique, je crois. Donc là, cela est valable pour tous les autres. Et aussi, que les autres pays africains prennent l'exemple sur cette chose et solidarité. Vous voyez, et au moment où vraiment c'était très très chaud encore au Congo, nous avons envoyé des contingents et aidé les Congolais. Donc là, si ça s'échauffe au Soudan, et voilà, donc c'est aux autres de voir comment faire vraiment et apporter. Nous avons aussi nos relations bilatérales, d'apporter soutien, assistance, accompagnement quand même à ces nations et vraiment africaines. Je pense que c'est très important. Il ne faut pas rester aussi à observer sous l'influence occidentale sans l'autorisation de la France. Je ne peux pas me bouger, aller apporter un soutien à un frère. Non, mais là, il faut qu'on quitte là. Et les cas AES, je pense que c'est un projet et c'est un cas vraiment qui donne de l'espoir. Parce que si on avait demandé à toute l'Afrique de s'unir en un temps record, c'est-à-dire tous ces pays ensemble, ça allait être quasi impossible. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous sommes sur le même continent. Nous sommes tous des Africains, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et puis, nous n'avons pas la même vision. B7, sans vouloir vous interrompre, il y a monsieur Mickey qui veut faire une motion. Donc, je vais faire une motion et après vous allez continuer. Ah, il est descendu. Il a dit si je pouvais ajouter quelque chose. Bon, il est descendu. Continuez. Il est descendu. J'ai cru qu'il voulait ajouter parce qu'il avait demandé une motion. Mais bon, peut-être qu'il a eu une perturbation. Attends, il est là. Donc, il va ajouter juste une motion et vous allez continuer. Peut-être qu'il a quelque chose à partager. Monsieur Mickey, allez-y pour votre motion. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez ou pas? C'est parfait, allez-y. En fait, j'aimerais souligner ce qu'il a été dit, que le Mali voudrait envoyer en fait des troupes au Soudan. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quelle est l'identité du Soudanais aujourd'hui? C'est très très important ce qu'on dit. En fait, être musulman, oui, il y a la Oumma, on a compris, il y a la Oumma, on est tous frères et sœurs. Mais bon, ça c'est dans la forme. Mais dans le fond, c'est quoi? Quand vous avez été islamisé et arabisé, quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes quoi? Parce que c'est ça le problème. Moi, je suis guadeloupéen, par exemple. Moi, je suis profondément africain. J'aimerais, moi, voir des troupes africaines débarquer en Guadeloupe et nous libérer, en fait, du joug de l'empire colonial français.
et on embrasserait en fait notre africanité. Mais le problème en fait du Soudanais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme on a été attaqué de l'Est par les Arabes, au Nord par les peuples africains mais arabisés qui ont embrassé leur arabité, qui ne le sont pas, mais voilà, ils ont été islamisés et arabisés, et à l'Ouest par la France, et au Sud par en fait voilà, par l'Europe. Comprenez que l'Africain est en train de se recentrer en fait vers le centre de l'Afrique. Regardez bien comment on est attaqué. On est certes majoritaire, mais minoritaire dans la tête. Au Soudan, si vous allez libérer ce peuple, la Ligue arabe va te dire oui, mais c'est un peuple arabe. Ah bon? Mais depuis quand ils sont arabes? Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Au Mali, ce sont des musulmans qui ont attaqué des musulmans pour qu'ils deviennent musulmans. Regardez comment ce qui s'est passé au Mali a levé le voile. Une motion dure encore 1 minute. Je vous laisse encore 1 minute pour résumer. Et quand il va finir, vous allez prendre la parole pour amplifier. 1 minute encore. Comme c'est une motion, pour ne pas lui perdre dans sa lancée. D'accord. Ce qui a été intéressant au Mali, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure un frère, ils n'ont pas perdu leur identité. L'islam est rentré, certes, ils ont embrassé l'islam, mais ils ont gardé leur langue, leur identité et leur tradition. C'est pas le cas, en fait, comment dirais-je, à l'Est. C'est pas le cas à l'Est, et c'est pas le cas à l'Ouest, par exemple, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, qui certains se prennent pour des Français, parce que voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un département français, au même titre que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ce qui est beau dans ce qui s'est passé au Sahel, c'est que les peuples du Sahel ont compris qu'ils étaient d'abord noirs, excusez-moi, ça va faire grincer les dents, noirs avant d'être musulmans. C'est ça qui s'est passé, c'est vraiment ça qui s'est passé, et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne dis pas que dans le cœur, que Allah nous voit comme des êtres noirs avant d'être des êtres lumineux et musulmans. Je te dis que dans le regard, en fait, des autres musulmans, des peuples arabisés ou arabes, on est d'abord et avant tout des noirs avant d'être des musulmans. C'est ce que j'avais envie de dire. Merci beaucoup, monsieur Mickey. Monsieur B7, s'il vous plaît. Allez-y, continuez, s'il vous plaît. Oh, merci. En fait, voilà. Donc, ce que moi je voulais dire seulement, et je souhaiterais que les pays africains, parce que nous constatons quelque chose de très triste maintenant sur le continent aussi, parce que les gens commencent à entrer dans des jeux de se montrer avec les bling-bling infrastructurels qui se trouvent dans nos différents pays. Ils se vantent avec des choses qui n'en veulent pas les coups, comme quoi j'ai tel pont, j'ai tel ceci, cela. Donc c'est des débats qui nous importent peu. Je pense qu'on doit aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être ensemble, c'est de se soutenir à être vraiment des nations fortes. On doit, par exemple, les cas AES, aucun de ces pays AES n'a la capacité vraiment de faire face à tous ces défis. Mais qu'est-ce qui fait que on parvient à faire face à tous ces ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur? C'est parce que nous sommes ensemble. Donc là, je pense que l'Union africaine, et pour de vrai, je ne parle pas de l'Union africaine politique, je parle de l'Union africaine telle est pensée, peut-être réfléchie par Haïlé Sélassié, comme les Kwame Nkrumah, voilà. Donc cette union géographique, je pense que l'AES a donné déjà le ton et nous devons faire en sorte que ça réussisse pour que d'autres pays aussi viennent nous joindre dans la lutte. C'est qu'ensemble que nous parvenons à porter voix pour nos autres frères qui sont dans les Martiniques et qui sont dans les Antilles, bref. Donc là, je pense que la lutte est très importante à ce niveau. Et le temps de prendre des fusils, de s'entretuer est révolu. Nous devons travailler maintenant à mener le combat avec la tête, les poings fermés, mais dans la plus grande diplomatie, dans la plus grande stratégie. Je pense que l'AES est dans cette dynamique. Pour chuter, je termine avec Amadou Ampateba, qui dit: quand tu as chaud dans ta maison, tu peux te faire une fenêtre. Mais quand tu as chaud dans la maison du voisin, tu vas dehors. Donc là, je l'ai dit à la France, si la France a chaud chez elle, elle peut se faire des fenêtres à Nice, à Bordeaux, à Toulouse, anyway. Mais quand la France voilà, donc, veut créer des fenêtres ici au Mali, je pense qu'elle doit aller dehors. Merci. Merci beaucoup, monsieur B7 Canal. Très intéressant de vous écouter à chaque fois que vous prenez la parole.
et tous ceux ou celles qui ont participé, bien évidemment, dans ce panel. Mais bon, on a vu peu de femmes. Hein. On n'a même pas eu de femmes d'abord. Bon, il faut que la gente féminine aussi se bouge, parce que l'Afrique, voilà, si elle est l'Afrique aujourd'hui, c'est parce que on a des mamans, voilà, des braves mamans qui sont là. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans l'autodétermination des peuples africains. Nous parlons du Mali. Pourquoi les ressortissants français refusent de rentrer chez eux? Pourquoi les Européens refusent de retourner chez eux? Qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que c'est la communication de l'empire du mensonge qui a été démasquée par l'amplification des panels, l'amplification de la communication aujourd'hui? Il y a un frère qui l'a dit, qui n'est pas, je pense que c'est M. Traoré. La parole aujourd'hui de la France-Afrique et de ces médias mensongers que je ne vais pas citer les noms n'est plus parole d'évangile. Ça, il faut le dire. Cette manipulation, elle ne passe plus. Vous voyez sur Facebook un peu partout, si c'est un réseau social, ou dans les commentaires, quand ils publient une propagande ou bien un mensonge, les Africains sont dans les commentaires pour dire « Occupez-vous de vos problèmes » en notifiant les différents problèmes des Français. Il faut savoir que la France aujourd'hui est en perte de vitesse dans l'Afrique, notamment dans le Sahel. Et il y a une aussi révolution qui se prépare. Je pense que le président russe l'a signifié. Il dit, nous allons prêter main forte, bien évidemment, à des personnes qui veulent se libérer en ce qui concerne les territoires d'outre-mer. Donc c'est un parallèle. Pour dire que les territoires d'outre-mer, si vous êtes bien organisé, ben, il y a un monsieur qui a déclaré de manière officielle qu'il est prêt à vous aider. Donc, ce monde que nous allons aujourd'hui, ce paradigme que nous abordons aujourd'hui, ce monde multipolaire que nous abordons aujourd'hui va avoir le jour. Qu'il veuille ou pas, ce monde va avoir le jour. Et l'autodétermination des peuples doit entamer, c'est-à-dire que doit rentrer en vigueur. Quand je dis l'autodétermination des peuples, je veux dire qu'on ne doit pas vous dire de vous lever. Vous devez avoir ce qu'on appelle la notion de l'histoire. Ça veut dire quoi? Reconnaître que vous êtes vivant parce que vos parents se sont battus. Vous êtes vivant parce qu'il y a des gens en Afrique, des Noirs qui se battent matin, midi et soir pour que vous restez vivant. Vous êtes vivant parce qu'il y a encore une dose d'honnêteté parmi les êtres humains. Il y a une dose aujourd'hui de force divine qui nous protège face à l'impérialisme. L'autodétermination, c'est pour dire que je sors, je me bats, je prends la parole, pas parce que les gens ont dit, pas parce que Kémy Seba a dit, pas parce que Hush a dit, pas parce que Dessakou a dit, pas parce que M. B7 a dit, pas parce que Africop a dit, pas parce que Mickey a dit. Je prends la décision de me battre parce que je sais que me battre est vital pour moi, ma descendance, pour ma terre, pour mes richesses, pour tout ce que va, comment dirais-je, pour tout ce que je vais entreprendre dans l'avenir. C'est vital de se battre aujourd'hui. Ne pas se battre, c'est perdre par forfait. Et c'est ce que j'ai pour habitude de dire. Ne pas se battre, c'est de perdre par forfait. De partout. Et je prends la phrase de Thuram. Mickey, je vous donne la parole tout à l'heure. Thuram disait dans une interview, si Inac ou bien je ne sais pas si sur un réseau social que j'ai regardé, il dit il est devenu noir à 9 ans. Et la question m'a tarauté l'esprit. À quel moment Thuram devient noir à 9 ans? Il a dit que lui, il était dans sa Guadeloupe, hein, dans les territoires d'outre-mer, il n'avait pas de problème de racisme. Parce qu'en Afrique, dans les pays du Sahélien, au Mali, au Burkina, au Niger, au Togo, à Niamey, un peu partout, il n'y a pas de racisme. On ne connaît pas ça. Mais quand Thuram dit il devient noir à 9 ans, ça veut dire tout simplement, c'est à 9 ans qu'il a émigré vers la France hexagonale, vers la France métropolitaine, je ne sais pas. Bon, qu'il a migré vers la France. Et c'est là, quand il arrive à l'école, les enfants de sa classe lui traitent de sale nègre. Mais à quel moment ces enfants-là se sont rendus compte qu'ils étaient supérieurs à lui? À quel moment ces enfants-là se sont rendus compte qu'ils sont blancs et les autres sont noirs?
La question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai pour habitude, est-ce que le racisme n'est pas une éducation léguée de génération en génération? Parce qu'un enfant ne naît pas raciste. On inculque aux enfants cette différenciation ou bien cette différence. Pourquoi Thuram dit il devient? Parce que si on n'apprend pas à nos enfants dans nos pays, parce que comme le disait un écrivain burkinabé, il s'appelle Passéré, il dit que j'ai connu l'Afrique quand je suis parti en Europe. Ça veut dire que tu ne peux connaître l'Afrique tant que tu ne sors pas de l'Afrique. Et ça, c'est une question très importante et fondamentale pour nous, Africains, pour tous ceux ou celles qui vivent sur le continent. Si vous ne sortez pas de l'Afrique, vous n'avez pas une réelle connaissance des richesses que nous avons. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas assez cultivés. Mais je vais écouter l'additif de M. Mickey et après M. Africop. Et je vais continuer parce que je veux, voilà, entamer une série de pensées pour qu'on arrive à rebondir là-dessus. Mais Mickey, allez-y, je vous laisse la parole pour que vous donnez votre mot et Africop, et après je vais continuer. Mickey, allez-y. Comme vous avez demandé la parole avant. Si vous m'entendez bien là, vous m'entendez bien quoi? On vous attend, on vous attend. Ok, parfait. Alors j'ai deux choses à dire. Je voulais dire un mot, mais j'ai deux choses à dire. La première, c'est que la sociopathie est héréditaire. Ce sont des peuples Yamnaya, Leucoderme et Néandertalien tardif. Nous sommes des Homo sapiens sapiens. Ils ne sont pas de la même souche que nous. Nous ne savons pas d'où sort cette agressivité, ce goût prononcé pour le... Même, voilà, un journaliste russe l'avait dit, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ce goût prononcé pour la violence. Ils viennent du lac Balkan. La première fois que l'homme s'est tenu debout, c'est en Afrique, nous le savons. D'accord? Sans vouloir faire de la science ici, c'est qu'ils ne font pas pareil que nous. C'est pas la même chose. Hein. Ces gens-là, pour vous dire, nous, on vit avec eux. Donc, on voit comment ces gens-là fonctionnent et nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. C'est pas du racisme que de le dire. C'est un fait scientifique. Eux-mêmes le reconnaissent. Ce sont des Yamnaya. Et le premier peuple qui a peuplé l'Europe, ce sont des Noirs. Et nous avons été génocidés en Europe. Et si vous faites de l'anthropologie, je pourrais vous donner des bouquins. Ces gens-là ont pratiqué le cannibalisme pendant des siècles, d'accord, et des siècles en Europe. Ça vient de là. Ils ont un goût prononcé pour... Essayez pas de civiliser un animal qui est sauvage. Ils ne peuvent pas être apprivoisés, ces gens. C'est comme ça qu'ils sont. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous parlez de Mayotte. Il faut savoir que depuis quelques mois, là, 3 mois, les fonctionnaires ne sont plus payés à Mayotte. Le combat est proche, c'est-à-dire qu'on est proche, là on est vraiment à la mi-temps, on mène 10-0 là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la France qui ne paye plus ses fonctionnaires dans les Outre-mer, c'est que ça veut dire que ce qui est en jeu au Mali est en train de payer. Parce qu'il faut savoir que dans les Outre-mer, vous avez la prime d'Icher. En fait, ils sont payés 40% de plus qu'en France, d'accord? Et j'ai toujours dit que ça, c'était un moyen de pouvoir maintenir en fait la carotte devant l'âne. Hein, là, c'est une personne qui est têtue. On aura beau lui montrer la lune, il va regarder le doigt. Et si maintenant, aujourd'hui, je vous parle là, ça fait 3 mois qu'à Mayotte, les salaires ne sont plus versés, bientôt, je vais faire une vidéo là-dessus là. Bientôt, ça sera la Guadeloupe, bientôt, ça sera la Guyane, la Réunion, etc. En fait, ils n'ont plus les moyens de leur politique coloniale. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? C'est-à-dire que le pillage des ressources en fait qui avait lieu au Sahel, le plan c'était de se partager ce qu'il y a au Sahel en fait, tu vois, pour pouvoir renflouer les caisses françaises et européennes aussi. Donc c'est l'Europe qui était derrière la France. On sait qu'il y a eu pas mal de contingents qui n'avaient jamais participé au découpage de l'Afrique, qui étaient présents au Mayotte, des Danois, des Norvégiens, des Italiens qui étaient d'accord pour pouvoir se partager le gâteau. Mais une fois que la France a été foutue dehors, c'est l'Europe qui a été foutue dehors. Et que c'est la France qui était aux avant-postes pour pouvoir diriger pour recoloniser le Mali et le Sahel. Là, le plan n'a pas fonctionné. Et là, comme il ne fonctionne pas aujourd'hui, la France est en défaut de paiement sur ses fonctionnaires. Tapez sur Internet, hein, je vous dis, tout ce que je vous dis là est vrai et vérifiable. Ne croyez pas ce que je vous dis, allez vérifier. La France est en défaut de paiement sur ses fonctionnaires.
Merci beaucoup, Monsieur Miki. Alors, Africop, on vous écoute pour que j'arrive à amplifier un moment et après, vous allez reprendre la parole encore. Allez-y, Monsieur Africop. Merci bien, Hush. Moi, je voudrais te faire cas, par exemple, du racisme que là où je suis, on vit. Parce que, comme tu le dis, par exemple, là où je vis, mes enfants sont à l'école maternelle et ils ont eu des cas de racisme, par exemple, où des enfants de 2 ans, 3 ans disaient « l'homme noir est méchant », c'est ce qu'on nous a dit à la maison. Donc, je confirme effectivement vos dires. Et nous, on le vit au quotidien parce que dans leur langue ici, il y a un adage qui dit « l'homme noir est mauvais » et on inculque aux enfants depuis le bas âge. Vous voyez? Donc, c'est pas que peut-être on ne vit pas ça au quotidien ou bien par exemple, mais même partout dans la société, par exemple, des évolutions hiérarchiques au niveau du boulot, tu es plus qualifié que certaines personnes, mais tu n'as pas le bon maillot, comme on le dit. Tu n'as pas la bonne couleur de peau. On te met des gens au-dessus de toi qui n'ont même pas ton niveau. Et quand tu vas te plaindre, on te dit non, voilà, c'est parce que c'est venu de là-haut, ainsi de suite. Donc, on vit ça au jour le jour. Donc, c'est des réalités vraiment crues, difficiles. Beaucoup disent non, mais vous êtes là, les Africains sont là à pleurnicher, à ne pas toujours être là dans la... Oui, c'est nous, on souffre, ceci, cela. Mais par exemple, quand les gens sont venus en Afrique pour coloniser l'Afrique, ils sont venus avec un plan bien précis. Ils ont commencé d'abord par la culture. Ils ont détruit nos us et coutumes parce qu'ils savent qu'un peuple sans culture est un peuple sans mémoire. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ne même pas qu'il y ait des mémoires, ils ont commencé à raconter du n'importe quoi que oui, l'Afrique vit par la tradition orale, les contes, ainsi de suite, que eux, ils vivent par la tradition écrite. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est un ex-président français qui le dit que l'Europe a vécu dans 400, 500 ans de barbarie. Vous le connaissez, Nicolas Sarkozy l'a dit et les vidéos sont sur le net où il disait que l'Europe est un continent qui a vécu dans la barbarie pendant 400, 500 pour appuyer ce que le frère vient de dire en fait. Pour ceux qui connaissent la notion de l'écriture et de la science, l'Afrique n'est pas novice en ce qui concerne la science. Hein. Exactement, mais il faut détruire le narratif en fait. L'écriture est née en Afrique. Exactement. La science est née en Afrique. Je te prends l'exemple par exemple. Ces gens peut se prévaloir, être plus intelligent que nous et citer des savants. Vous savez pourquoi moi je cite pas le plus souvent Socrate, tous ces grands scientifiques, parce que il y a une volonté de les perfectionner. Il y a une volonté de les rendre angéliques. On dit l'époque des quoi là, des philosophes des Lumières. C'est-à-dire qu'il y a une manière l'époque de la lumière de les mettre en avant que c'est ceux-là qui ont civilisé le monde. C'est faux. Oh, ils sont allés copier tout en Égypte antique. Ils sont allés copier tout en Égypte antique. Une plus-value qu'ils ont apportée à leur civilisation, etc. Mais ça ne veut pas dire que ceux-là, on doit les... Non, non, non. C'était des gens comme, voilà, qui sont sortis du lot, etc. Mais ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que chez nous en Afrique, on avait des scientifiques plus développés que ces gens-là. On avait des philosophes plus développés que ces gens-là. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop dit, il dit, un peuple qui ne se souvient pas de son histoire, de ce qu'elle est voué à disparaître. Elle n'a pas de mémoire, c'est ça que je te disais. Elle n'a pas de mémoire. Un peuple qui n'a pas de mémoire est voué à disparaître. C'est-à-dire que nous, Africains, la première des choses, comme le disait Amadou Seydou, un intellectuel africain Peul, vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube, Amadou Seydou, tout simplement, vous tapez Amadou Seydou, vous allez voir la vidéo. Il dit quelque chose de très simple. Amadou Seydou dit que comment ces gens qui ne sont ni plus intelligents que nous, qui ne sont ni rusés que nous, arrivent à nous dominer. Il faut savoir ce que les gens ont su que nous, on ne sait pas aujourd'hui. Et je suis arrivé à me poser la question, est-ce que le problème de l'Afrique n'est pas l'union? Est-ce que le problème de l'Afrique n'est pas l'union? Est-ce que le problème de l'Afrique n'est pas l'unité africaine? Nous sommes tous unanimes. Nous sommes tous unanimes que le problème, c'est l'union. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé pour mieux régner. Ils ont créé des frontières depuis Brazzaville. Ils ont créé des frontières artificielles depuis Brazzaville. Ils ont joué sur la culture, comme je le dis. Ils ont détruit notre culture pour instaurer un semblant de culture à l'occidental pour dire oui,
vous êtes des barbares, vous êtes des sauvages. Voilà ce qu'il faut maintenant. Il faut porter des vestes, il faut porter des pantalons, il faut porter quelque chose sur mesure. Et ils ont créé le complexe d'infériorité en nous. Aujourd'hui, je te le dis, nous les Africains, nous souffrons d'un grand complexe. Mais nos valets locaux qui sont comme présidents dans nos pays, ils sont complexés à mort aujourd'hui. Est-ce que tu vois? Et beaucoup d'Africains sont complexés à mort devant la peau blanche. C'est pourquoi ils sont capables de vendre leur pays, leurs frères. Est-ce que tu vois? Donc, comme je te le disais, ils ont détruit d'abord la culture africaine et puis ils ont instauré leur culture. Comme ça, on n'a plus de mémoire et puis voilà. Mais je dis encore, regarde par exemple, moi je prends le programme qui m'a fait grandir, c'est le programme ivoirien. Dans le programme ivoirien, on nous apprend les choses. Regarde par exemple, on nous apprend les empires du Soso, du Manding, ainsi de suite, quand on est petit. Et puis après, quand on arrive au lycée, on nous parle des pays européens, on nous parle d'équinoxes d'été et solstices d'hiver. Ce n'est pas des climats qui existent chez nous. C'est vrai qu'il faut avoir une connaissance d'un peu de tout. Mais il faudra axer nos programmes sur nos réalités. Est-ce que tu vois? Et quand il parle de l'Afrique, il parle de l'Afrique toujours en négatif. Regarde par exemple, quand on étudie en terminale, les grands pays pétroliers, on parle du Nigeria comme le géant au pied d'argile parce que le Nigeria est corrompu. Mais qui a créé la corruption au Nigeria? D'aucuns diraient que la colonisation britannique est moins brutale que la colonisation francophone. Mais c'est tout, pour moi, c'est du pareil au même en fait. C'est du pareil au même. Non. On va revenir. Non, j'y viens. Laisse-moi finir. L'une des colonisations, écoute, j'arrive. L'une des colonisations les plus brutales au monde, ce sont les Anglais. Hein. Ce sont les premiers colons. C'est à partir d'eux, c'est à partir d'eux que le reste du monde a pris des leçons. Même aujourd'hui, pour faire le parallèle, si nous avons des Libanais aujourd'hui chez nous, mais c'est grâce aux colons anglais. Exactement. C'est ce que beaucoup ignorent. Grâce aux colons anglais, mais ça c'est un autre sujet. Parce que beaucoup disent non, oui, au moins ils ont laissé leur colonie comme le Ghana, le Nigeria, tranquille. C'est nous qui subissons toujours l'apport des... Mais leur colonisation aujourd'hui, elle est subtile. Elle est au niveau des entreprises. Regarde par exemple le Nigeria. Aliko Dangote qui a eu des problèmes récemment, mais il y avait toute la clique du pétrole britannique dedans qui lui mettait les bâtons dans les roues pour ne pas que sa raffinerie prenne pied. On a su tout ça. Pour vous dire qu'ils n'agissent plus peut-être de manière ouverte aujourd'hui, mais à travers les entreprises, ils bloquent des marchés, ils corrompent les gens. Aujourd'hui, on dit que oui, nous les Africains, nous sommes corrompus, on est ceci, cela. Mais qui nous a appris la corruption? Qui sont les présidents qui se font financer qui font financer leur campagne présidentielle par les présidents africains? Ce sont les présidents européens, jusqu'il y a un même qui est condamné pour ça aujourd'hui. Donc, les plus grands corrompus du monde, ce ne sont pas les Africains, ce sont les Européens. Parce que pour pouvoir montrer à quelqu'un quelque chose, il faut avoir pratiqué cela. Et aujourd'hui, même dans les pays européens, aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales de corruption. Mais les gens cachent, ils voilent avec leurs médias mainstream. Et nous, en Afrique, oui, nos présidents sont corrompus par-ci, par-là. Mais qui corrompt nos présidents? C'est vrai que nos présidents n'ont pas de dignité, nos valets locaux n'ont pas de dignité. Mais qui corrompt nos présidents aujourd'hui? Ce sont les mêmes. Donc, je reviens sur la question de la culture. C'est parce qu'ils ont détruit notre culture. Et les séquelles de la colonisation aujourd'hui sont au niveau psychologique. L'Africain, il se voit inférieur. Quand il voit un blanc, automatiquement, il commence à trembler. Mais comme tu le disais, quand on sort un peu de notre continent, on voit véritablement qu'est-ce qu'est l'Afrique, quel est le potentiel. Effectivement, c'est comme un poussin. Le poussin, il voit dans la basse-cour. Mais l'aigle en hauteur, il voit à 360 degrés. Donc, quand tu sors de chez toi, tu peux voir à 360 degrés. Mais nous, quand on est en Afrique, on nous dit, oui, nos pays sont là, on se contente de manger, dormir, l'ambiance familiale, on a tout. Mais quand tu arrives en Europe, que tu es face à la solitude, que tu es face, par exemple, à certaines réalités, ton cerveau se met en marche et tu commences à penser. Les plus grands Africains qui ont plus émergé dans le monde, ou bien en Afrique, qui ont plus éveillé une masse critique, c'est quoi? C'est ceux qui ont visité au moins l'Europe. Exactement. La grande majorité. Grande majorité. Parce que il y a cette discrimination subtile dont tu soulignes. Et je vais revenir sur la parole de B7 tout à l'heure en ce qui concerne l'embellissement et la réalité de l'Afrique. Parce que l'Afrique a ses réalités qui n'ont rien à voir avec les soi-disant embellissements. L'Afrique n'a pas besoin de building. L'Afrique n'a pas besoin de tout, etc. L'Afrique n'a pas besoin de tout ça. Mais je vais revenir là-dessus. Mais merci. Mais moi, je vis dans un pays, par exemple... Voilà, je vous laisse. Je vis dans un pays, par exemple, où ils ont leur culture d'urbanisation. Il n'y a aucun building dans ce pays. Ils sont habitués à tout ce qui est art gothique et mais ils vivent. C'est un pays, une puissance mondiale, un pays européen. Il n'y a aucun building ici. C'est maintenant qu'ils ont fait quelques buildings, mais il n'y en avait pas. Donc, faut pas qu'on nous blague avec des tours en un point fini en Afrique
pour dire on a construit tel tout, tel tout. L'Afrique a son architecture. On peut vivre avec notre architecture. Moi, je prends l'exemple, par exemple, la première charte dans le monde, c'est l'Empire mandingue avec les Mansan, Kankou, Moussa et consorts. Donc aujourd'hui, l'Afrique a été les premiers à avoir une culture. L'Afrique a été la première à avoir l'écriture, à avoir une tradition écrite orale. Mais aujourd'hui, on nous a tout volé et les gens sont allés en Égypte antique. Ils ont pris les théorèmes de Pythagore et consorts. C'est les théorèmes que les anciens Égyptiens ont découverts. Et comme peut-être que eux, ils n'avaient pas encore le lobbying. Les gens ont pris, aujourd'hui, ils ont fait ça leur théorème, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'inventions, même modernes aujourd'hui, qui sont l'apanage de Afro-Américains ou Africains devenus Américains par la déportation. Mais aujourd'hui, comme ils n'avaient pas le bon maillot, comme je le dis, la bonne couleur de peau. Merci Kodé, bienvenue. Ils ont pris. Voilà. Et ils ont fait cela. Donc, je veux dire que le problème, il est réel. Il est d'abord psychologique. On nous a détruits mentalement et psychologiquement. Il faut qu'on répare cela, mais ça passe par les panels, ça passe par l'information. Comme tu l'avais dit là, même il y a la Bible qui dit, au commencement était la parole était tout. Parce que la parole là, elle rentre, elle va sonder les profondeurs et puis elle déconstruit un narratif pour créer un nouveau narratif. Et ce qu'on fait là, c'est bien aussi parce qu'on déconstruit le faux narratif qui nous a été prêché pendant des décennies. Et puis on est en train de reconstruire le nouveau narratif qui est la vérité. Les faits sont têtus. Mais l'Africain doit comprendre que il faut aller s'informer, il faut aller aux sources, il faut lire, il faut lire, il faut lire et il faut lire. Je te remercie, je te laisse la parole. Merci. Je vais débuter sur un bout très important. Il faut savoir que les droits de l'homme dits internationaux ne sont pas les droits de l'homme noir. Je répète, les droits de l'homme dits internationaux ne sont pas les droits de l'homme noir. Chaque noir vivant sur cette planète-là doit comprendre ça. Je vais répéter, les droits de l'homme dits internationaux ne sont pas les droits de l'homme noir, c'est les droits de l'homme white, blanc. Il faut que ça soit clair. En fait, il y a des choses qu'on ne doit pas revenir là-dessus en tant que nous, Africains. Le combat que nous menons, que ce soit le combat du Mali, le combat du Soudan, le combat de la Centrafrique, le combat de la RDC, c'est un combat racial. C'est un combat purement racial. Il y a des gens qui sont dans le monde qui disent que eux, ce sont les êtres humains supérieurs à d'autres êtres humains. Le problème est là. On n'a pas besoin d'un dictionnaire Larousse ou bien un dictionnaire pour vous le dire. Il faut que ça soit simple, dans un langage qu'on peut partager à tout le monde. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est un combat existentiel. Ça veut dire que c'est notre existence qui est en danger. L'une des vieilles civilisations aujourd'hui au monde, c'est quoi? C'est le Soudan. Mais pourquoi le Soudan aujourd'hui est en train d'être génocidé, financé par les soi-disant musulmans, parce que je suis fier de le dire, soi-disant musulmans, parce que la guerre au Soudan est financée par les Arabes, soi-disant musulmans. Mais pourquoi la partie génocidée là est seulement les Noirs musulmans? La question que je pose aux gens, c'est la question que je pose. Pourquoi les hommes qu'on dit matin, midi, soir sont des Noirs soudanais, en grande majorité des musulmans eux-mêmes? Je me pose la question. Le combat que nous menons, c'est un combat de race que vous voulez aujourd'hui, que vous ne voulez pas demain. L'Afrique Renaissance doit incarner tout un Africain. Si tu veux, il faut être vendu. Si tu mets ton enfant, ta descendante va subir ça. Oui, et je me suis, dans une conversation avec une panafricaine, on est arrivé à se poser une question. Pourquoi la grande majorité des Africains ont plutôt tendance à supporter l'injustice? Parce que si nous sommes jusqu'à ce point-là, jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une grande majorité des Africains, en tout cas une majorité des Africains, qui ne sont pas encore réveillés. Pourquoi ils ne sont pas réveillés? Est-ce qu'il n'y a pas eu un génocide des Africains qui n'ont pas accepté? Et ils ont accepté de laisser
La descendance des vendus. Ça, c'est une question qu'on doit aborder. Parce qu'une question n'est jamais bête. On est bien d'accord. Une question n'est jamais bête. Est-ce que ce n'est pas la descendance des vendus qui a rempli aujourd'hui l'Afrique? La question que je pose à l'Assemblée. B7, je ne sais pas, c'est une question banale, mais j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Pourquoi aujourd'hui... Ah ben bien sûr, c'est normal. Parce que pourquoi ce n'est pas la descendance des guerriers comme nous qui comprenons les choses, qui comprenons les enjeux, et la grande majorité est muet et ne se bat pas, et est toujours accroché à son petit luxe, à toujours... Parce que les Africains, panafricains comme nous, on est rares. À partir du moment où le gars vient en Europe, qu'il a un petit papier, il a une petite maison, il a une petite famille, il dit non, si je parle trop de panafricanisme, il ne faudrait pas qu'on m'arrache mon petit bien. Non, 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 un Africain ne doit pas être vendu. Un Africain a une responsabilité de l'humanité. Monsieur B7, je vous laisse amplifier cette question pour que vous donnez, parce que c'est une pensée qu'on a émise, et puis on s'est posé la question pourquoi. Et après, monsieur Africom va reprendre la parole. En fait, pour mieux détruire un château, il faut mieux être à l'intérieur. C'est toujours détruire à partir de l'intérieur. Ces gens-là, ils savent comment nous atteindre parce qu'ils nous ont beaucoup étudié à ce niveau. Ils nous ont laissé des opportunités à la chinoiserie, des choses qui nous influencent parce qu'il faut... Franchement, nous avons des... C'est très compliqué souvent d'entrer dans la profondeur parce que on doit se mettre aussi en cause. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on a notre part de responsabilité. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que si les terreaux sont ici, parce que c'est vrai que c'est des personnes majoritairement étrangères, mais quand même qui ont eu aussi des gens à l'intérieur avec qui travailler. Donc, s'ils avaient vraiment... Disons-le, ce sont les Africains qui pour attaquer des Africains, disons-le. Justement. Ce sont les Africains qu'on prend. Ces Africains-là sont vendus, il faut le dire. Effectivement, si parce qu'en réalité, la façon dont les châteaux sont... c'est qu'il y a un Africain qu'on arrive à corrompre quelque part. Ah ben bien sûr, c'est la personne qui a ligoté Patrice Lumumba, c'est pas un blanc. Et en plus, au moment où on lui ligotait, il le faisait peut-être même avec sourire. Aujourd'hui, bien vrai qu'ils vont regretter, mais quand même, le mal est déjà là. Donc, à chaque fois, nous sommes dans les regrets, mais il faut je pense que... Mais il y a une solution, il y a la possibilité, l'espoir est là. L'espoir, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un moyen qui est très très important pour moi de communiquer. Et parce qu'avant, c'était avec les magazines, c'était avec Jeune Afrique, tout le monde n'avait pas accès, les formations étaient scellées. Et voilà, donc c'était réservé qu'à quelques points de personnes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens communiquent, les gens font des panels, les gens analysent chaque situation. C'est très important. Donc aujourd'hui, peut-être la conscience, ça commence à choser. En fait, les gens commencent à avoir cette pensée que il ne faudrait pas que d'autres viennent nous détruire et puis personne ne nous aimera mieux que nous. Donc c'est à nous de venir maintenant dans la chose. Je pense que l'espoir est là à ce niveau, sans quoi et on doit se remettre en cause parce que tout n'est pas rosé aussi de notre côté. Mais déjà, comme on le dit en Momana, Nibika Bana doit fraguer Kadi quoi. À partir du moment que tu connais de quelle partie de ton corps ça fait mal, donc il serait facile aussi de trouver des bons médicaments. Ben, c'est logique. Pour nous, c'est du terreau aujourd'hui. Au Soudan, mais en réalité, ça va tout se résumer au seul intérêt des Occidentaux qui nous manipulent. Ces armes que nous utilisons entre nous, contre nous, c'est des armes que nous ne fabriquons pas. Et il faut voir, il y a les Ukrainiens qui sont quand même derrière ces terreaux au Mali. Mais l'acheminement de ces armes qui sont censées rester en Ukraine, qui se retrouvent aujourd'hui dans le Sahel, mais comment ça vient? Ça vient pas par WhatsApp, ça vient pas par panel d'Essakou, ça vient par des vols, ça vient par des moyens de logistique. En fait, ça transite et ça traverse des pays. Quels sont ces pays? Donc, quelles sont vraiment aussi ces personnes qui facilitent l'accès
Sinon, les trajets depuis l'Ukraine jusqu'au Sahel. Je remonte à à la guerre de Biafra pour ne pas vous interrompre. Il y a une institution que je ne vais pas citer le nom, parce que si je cite le nom, ça va créer beaucoup de polémiques. Mais il y a une institution qui est habilitée à apporter de l'aide dans le monde. C'est elle qui a apporté les armes aux Biafrais. Comment vous pouvez imaginer une organisation dite humanitaire qui apporte des armes? Elle a été accusée de manière officielle, avec le Gabon d'ailleurs. Mais comment ces organisations-là dites humanitaires, dans leur Boeing ou bien dans leur cargo, apportent des armes pour l'amplification d'une guerre de famine, ou ça, au Nigeria? La réponse est toute simple. La réponse est toute simple, Sakou. Nos États sont faibles. L'organisation ici, mais ça fait froid dans le dos. Mais je prends un exemple. Ces organisations, c'est des organisations européennes. Donc, nos États sont faibles parce que nos États ne font pas de contrôle comme ça doit se faire. Et ces gens-là profitent de nos faiblesses, des complexes, de nos négligences aussi pour faire leur coup bas. Mais vous verrez qu'il pourrait avoir une organisation semblable à ces organisations étrangères occidentales, mais qui sont des organisations nationales qui se feront contrôler à chaque fois, peut-être même pour la venue de leurs choses bien, de sorte à les accompagner dans leur mission quotidienne. Vous verrez qu'il y a toujours un bâton dans les roues par nos propres autorités. Mais par contre, ces organisations dites étrangères, dites internationales, vous verrez qu'elles vont faire transporter des choses à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, sans aucun contrôle. Cela prouve à suffisance la faiblesse, la négligence de nos États. Voilà pourquoi je dis qu'à chaque fois, s'il y a un malheur qui nous arrive, on doit se remettre aussi en cause, parce que nous avons notre part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. D'accord. Donc, merci beaucoup, Monsieur B7. Merci beaucoup, Monsieur B7. Allons-y. Monsieur Africa, hop, allez-y. Je vous en prie. Merci, Monsieur B7. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis que on a un complexe d'infériorité, en fait, devant le blanc. Et ces fameuses organisations dites non gouvernatives qui font ce genre de choses aujourd'hui, on a vu que une vingtaine ont été suspendues au Burkina par le capitaine et ils sont même en enquête pour dire qu'ils sont des espions. Nous, on n'avait pas compris ça depuis longtemps. C'est ce qui a fait aussi. J'ai dit le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'école, en fait, en 2002 jusqu'en 2011. Voilà. Donc, moi, je dis une chose. Comme le disait B7, nous, les Africains, comme on nous a détruit la mémoire, on n'a vraiment pas de mémoire. Quand vous voyez les panels ça nous a pas servi. C'est que le cas de Thomas, ils ont commencé à nous attaquer. Ils ont commencé à signaler pour des faits qui ne sont pas avérés, parce que il faut tapoter. Les vérités qu'on donne ici, ça ouvre des cerveaux. Moi, quand on lance des panels comme ça, il y a des gens qui sont vendus et qui reviennent à la raison. Et ça fait que, parce que, il y a une étude, excuse-moi Africa, parce que l'audience est très importante. Parce que quand on parle, quand on a 200, 300 personnes, on touche, ça dit que on a une grande partie d'Africains qu'on arrive à éveiller. Vous savez, la guerre économique qui a mené les jeunes Français, je vais dire des étudiants français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une guerre, ils ont fait une analyse de la guerre économique française. L'AG, on appelle ça l'AG. Et le document, il y a un ami qui m'a envoyé le document, j'ai lu le document. Qu'est-ce que le document ressort quand je veux résumer? Le document ressort que nous allons nous battre contre les Africains pour ne pas qu'il y ait de libération cognitive. La question m'a tarauté l'esprit pendant plus d'un mois. Donc, le problème de l'Afrique serait un problème cognitif. Quand il dit un problème cognitif, pour ceux qui ne comprennent pas trop français, ça veut dire que c'est un problème de mentalité, un problème de compréhension. C'est-à-dire que les médias français nous endorment. C'est-à-dire que s'il y a une libération cognitive, les Africains ne vont plus suivre. Les Africains vont se battre. Donc, quand on parle de libération cognitive, donc ils se battent pour ne pas que les Africains comprennent les enjeux. Donc, la libération cognitive, là, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on a. On est plein là-dedans comme ça. La libération cognitive, elle est là. La libération cognitive, là, elle n'est pas loin, elle est là. En fait,
pour ceux qui ont l'ambition de venir en Europe, je vous jure, si vous avez 25 ans, ne venez pas en Europe. Je vous jure par celui qui tient mon âme dans sa main. Si vous avez 25 ans, ne venez pas en Europe. Battez-vous, achetez une terre, cultivez. Vous allez être riche. L'Afrique regorge des potentialités, mais inimaginables. Je dis bien inimaginables. Si vous ne venez pas, ça veut dire que vous venez en Europe peut-être pour comprendre qu'est-ce que c'est le monde. Mais la libération cognitive, elle est fondamentale pour l'homme noir. Je ne dis même pas l'homme africain, parce que l'homme africain, il y a le Maghreb dedans. Mais l'homme noir, la libération cognitive, là, elle est fondamentale. Et les gens nous empêchent de nous libérer cognitivement. Donc, s'il vous plaît, protégez le live, tapotez, partagez. Afrique, on continue. Parce que les gens sont en train de signaler. Je ne peux pas laisser ça pour qu'on ait une amplification de l'audience. Restez focus dans ce qu'on est en train de faire. Si l'AES existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une amplification de communication et la France est en bout de vitesse. Ils achètent des panélistes, soi-disant France-africains, mais ils n'arrivent pas à émerger. Ils ont tellement payé des gens pour nous combattre qu'ils sont à bout de... Ils ne peuvent pas, parce que nous, on n'est pas payés. Quand nous, on sort comme ça, on sort avec le cœur, on sort avec la détermination, on sort avec la libération. Ça veut dire que c'est le sang de la libération, le sens de l'histoire qui nous pousse à nous battre. C'est pas de l'argent. On se bat pas pour de l'argent. On se bat pour notre existence. C'est pas la même chose. On n'a pas la même motivation. On n'a pas la même motivation. Donc, ils ne peuvent pas nous battre sur le plan de la communication. C'est impossible que ces gens arrivent à nous battre. Et voilà pourquoi nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui. Exactement. Exactement. Tu vois, tu as dit une chose très importante. L'Afrique est le futur Eldorado. Donc, il faut y rester. D'aucuns diraient, mais vous êtes là-bas et puis vous parlez. Nous, si 10 ans, 15 ans, on avait compris ces enjeux-là, peut-être qu'on serait resté en Afrique. Parce que, si vous voyez, ça a été un cercle, non? Les Amériques ont connu leur moment de gloire. Après, ça a été l'Europe. Après, ça a été l'Asie. L'Asie est encore dans le sien. Le prochain, c'est l'Afrique, en fait. Vous voyez les Chinois, les Turcs et tout ça qui vient en Afrique. Mais ils ne veulent pas utiliser les moyens et les canaux officiels pour pouvoir permettre aux Africains de se développer. Parce que eux, tant qu'on est encore dans l'informel, on est encore dans tout ce qui n'est pas réglementé. Si on est encore dans l'informel, on est encore dans tout ce qui n'est pas réglementé. Pour eux, ça leur va parce qu'ils peuvent encore piller. Regardez le Congo. Un pays, comment on appelle ça? Un pays qu'on appelle, disons, un scandale géologique à ciel ouvert, avec tous les minéraux possibles. Mais regarde la route qui va à Goma. Il n'y a même pas de bitume sur la route. Et les routes qui vont dans ces mines-là. Mais ça leur permet de mieux piller. Quand vous prenez, par exemple, certaines zones où il y a des biens, ils ne veulent pas que le développement y arrive. Parce que quand le développement arrive là-bas, ça veut dire que vous devez faire les choses en règle. Donc, les premiers corrompus, ce sont eux. Ce sont les grandes multinationales qui corrompent nos leaders et nos présidents. Pour revenir sur la question de la mémoire, pour revenir sur la question de la conscience, parce que l'Africain, on n'a pas de mémoire en fait. Il y a eu à côté de nous Sankara qui a été vendu. Ça remonte depuis même nos guerriers comme Samori Touré. Qui a livré Samori Touré? Qui a livré Béanzin? Ce sont des propres Africains qui ont donné les positions de ces derniers-là aux colons pour aller faire tuer ces guerriers-là. Maintenant, à l'ère moderne, on a eu l'exemple de Thomas Sankara à côté de nous en Côte d'Ivoire. Encore, ça n'a pas servi. Les propres encore africains ont épaulé un certain Ouattara qui est en Côte d'Ivoire et qui fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, c'est l'AES. Vous voyez? Donc, moi, je dis, je vais taper là où ça fait mal, mais il faut que je le dise. Je dis souvent que nos frères de l'AES, quand ils font leur panel, ils devraient aussi tenir des discours d'excuses envers le peuple ivoirien pour ce que certains de leurs ressortissants, pas eux tous, mais certains de leurs ressortissants ont permis que ce monstre-là vienne. Aujourd'hui, là, pour faire la liaison avec ce que vous êtes en train de dire, je pense que une voix autorisée l'a dit. Ibrahim Traoré l'a dit de manière officielle. Donc, si Ibrahim Traoré l'a dit, je pense que ça se dit déjà. Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit voilà. Que c'est grâce à eux, à une époque, avec un gouvernement france-africain, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte, avec un gouvernement france-africain, exactement. Que Laurent Gbagbo a été déstabilisé. Donc, il faut mettre les choses dans les contextes. C'est très important. Mais nous,
Mais aujourd'hui, l'Ivoirien, le vrai, il est le supporter numéro 1 de l'AES. Parce que quand quelque chose est bon, c'est bon. Il faut reconnaître que c'est bon. Aujourd'hui, une plante là, elle germe par une graine. Un enfant, c'est un embryon et puis devient un homme. Donc aujourd'hui, l'embryon de l'émancipation et de la révolution africaine subsaharienne. Parce que nos amis qui sont en haut là, eux, ils nous considèrent pas aussi, c'est tous les mêmes là. Ils pensent que nous qui sommes subsahariens, on n'est pas des hommes, on n'est pas ceci. Faut pas se cacher les choses. Donc, nous, les Africains subsahariens, l'embryon de notre évolution aujourd'hui, c'est l'AES. Donc, ce bébé-là, il faut que on le protège. Donc, c'est ce qu'on fait aussi. Aujourd'hui, quand on fait des panels, on n'est pas de ces pays-là, mais on fait des panels pour soutenir ces pays-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a qui est pour nous tous un point de départ. Et nous savons que nous allons y arriver. Moi, je vais dire clairement que les Africains devraient sortir du narratif de penser seulement à eux. Parce que c'est ce qu'ils ils nous ont mis en tête pour dire que oui, tantôt, si moi j'ai ma petite famille, j'ai mes petits biens, mais la politique, c'est du n'importe quoi. Mais eux-mêmes, ils font la politique et ils vous disent que la politique, c'est du n'importe quoi. La politique, quand tu ne la fais pas, elle te fait. Par exemple, l'augmentation des taxes. Par exemple, quand tu vas dans les hôpitaux, quand tu payes les services, ça c'est la politique. Le panier de la ménagère, c'est la politique. Donc, quand certains me disent non, mais je suis apolitique, je dis mais ça c'est être lâche et être vraiment égocentrique, penser à soi-même. Si on ne se lève pas pour véritablement penser à l'Afrique, à changer les choses, parce que ça commence d'abord par le narratif, ça commence d'abord par l'éducation mentale et psychologique. Une fois qu'on a acquis cela, les actes vont suivre. C'est comme quelqu'un, tu lui dis, tu ne lui expliques pas la leçon et tu lui dis, fais-moi ces exercices. Il fait comment? L'explication de la leçon, ce sont ces panels d'information. C'est remettre l'histoire, comme on le dit, c'est remettre l'église au centre du village. C'est remettre l'histoire vraie, l'histoire authentique dans les consciences et dans les mémoires. Et maintenant, on pourra demander aux gens, agissez. Mais si quelqu'un ne sait pas ce qu'il doit faire, il fait comment? Il fait comment? Donc, vraiment, l'éducation devrait être un point essentiel pour les nouvelles générations. L'éducation et la vérité des faits historiques devraient être un point essentiel. Quand tu prends aujourd'hui Kalala Omutunde, qui disait certaines vérités, on sait comment il a fini, mais il a fini comment? Par encore le biais de certains Africains, ils ont pu mettre la main sur lui. Donc les Africains, pardonnez, sortons du fait de, moi on m'a donné par exemple 2 millions pour être celui qui va permettre que on tue mon frère. 2 millions, 10 millions, 15 millions, que ce soit 100 millions. Ça va t'amener où par rapport à l'honneur de ton continent? Aujourd'hui, je prends un exemple banal. Combien d'Africains qui mangent du chocolat pendant que le premier pays au monde qui fait les fèves de cacao, c'est en Afrique subsaharienne. Combien de pays africains subsahariens qui donnent du chocolat à leurs enfants au goûter? Mais ici en Europe et partout dans le monde occidental, leurs enfants mangent du chocolat comme rien. Combien de petits enfants ici en Europe ou dans le monde occidental à 12 ans, 13 ans ont un téléphone cellulaire? Pendant que l'uranium et tout le coltan, tout ça se trouve au Congo. Mais en Afrique, pour avoir ton premier cellulaire, il faut avoir un certain âge. Ou il faut faire du n'importe quoi, il faut vendre son corps pour pouvoir l'acheter un cellulaire. Pendant que ici, eux, ils ont ces choses-là.